Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Théophile Dandakou. Le port autonome de Lomé abritera une rencontre internationale dans les prochains mois. Pour une meilleure organisation de ce rendez-vous, les femmes portuaires étaient à la primature. L'immigration clandestine, la violence faite aux femmes, Covid-19 et l'inégalité sociale ont fait objet de spectacles. C'était hier à Lomé et c'était la 5e édition de Calebas Club. Vers la production de vaccins anti-Covid-19 au Sénégal, un accord a été signé hier avec plusieurs partenaires des pays européens, la Banque mondiale ou encore les États-Unis, une usine qui devrait débuter la production dès 2022 alors que l'Afrique importe aujourd'hui 99% de ses besoins en vaccins. L'invité de ce journal magazine, il va nous parler de l'importance et à quand les logements sociaux au Togo. Il a pour nom Tchanile Issa. Les magazines sur le comportement des candidats aux divers examens, les bienfaits et la protection des océans enrichissent ce samedi pluriel. Également au menu de ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Les femmes portuaires étaient à la primature. Elles ont rencontré Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. La délégation conduite par sa coordinatrice Chantal Akata est allée échanger avec la chef du gouvernement sur les activités des femmes du secteur maritime et annoncer une rencontre internationale qui aura bientôt lieu à Lomé. Chantal Akata à l'issue de l'audience. Nous sommes venus voir Madame le Premier ministre pour lui apporter la bonne information qui est celle que dans les prochains mois, nous allons abriter une conférence internationale où Madame Adalite sera promue à la tête de cette organisation. Madame le Premier ministre a encouragé ce que nous faisons. Elle a dit qu'elle nous apportera tout son soutien pour accueillir cet événement. Pour nous, accueillir cet événement représente beaucoup. D'abord, notre port. Vous savez que le Togo, dans la sous-région, c'est le port en eau profonde. Actuellement, à ce jour, nous sommes à 16,50 mètres. Quand nous parlons de la DARS, tous les regards sont tournés vers nous et nous desservons tous les pays de l'Interland. Donc aujourd'hui, nous avons tout intérêt d'abord accueillir ce grand événement et vendre notre port. Un bilan de la contractualisation au CHU Sylvanus Olympio. Il y a un peu plus de 3 ans que le gouvernement a introduit cette nouvelle gouvernance des hôpitaux censée améliorer nettement leur rendement. Le ministre de la Santé, Moustapha Mijiawa, a effectué un nouveau point d'étape sur les résultats du processus. Ils sont satisfaisants. C'est ce que dit le ministre Mijiawa au micro de Juliette Kamde. Tout à fait. On note une augmentation des prestations et des chiffres d'affaires, ainsi qu'une disponibilité continue des médicaments à la pharmacie. Une meilleure gouvernance a également été observée au centre hospitalier, permettant un leasing du laboratoire au niveau d'équipements de pointe qui, à terme, appartiendront au CHU. S'il s'est réjoui de ces nombreux voyants au vert, Moustapha Midiawa a néanmoins exhorté les acteurs à une utilisation judicieuse de ces retombées pour rendre davantage propre l'hôpital, assurer l'étanchéité des salles d'hospitalisation ou encore rendre disponibles les implants à la pharmacie. Pour rappel, l'approche contractuelle des formations sanitaires publiques a été lancée en 2017 par le chef de l'État pour assainir le secteur de la santé et garantir des soins de qualité aux populations. 7 hôpitaux sont déjà contractualisés et le gouvernement a lancé l'an dernier l'extension vers 8 autres sur le territoire. Il est attendu de ce projet une nette amélioration dans la production agricole du Togo. Tagba Atou, directeur de la protection des végétaux.
Le plus que le projet Sirimao va apporter à la filière mangue, c'est la bonne production, une bonne exportation des produits vers l'étranger. La CEDEAO et les partenaires nous ont aidés, ils nous ont appuyés. Je crois que c'est à nous d'être sur le terrain, être à côté des producteurs, les aider pour qu'ils aient une bonne production qui va leur faire valoriser sur le plan financier. C'est donc une initiative de la CEDEAO, la sécurité alimentaire, qui préoccupe cet organe. L'effet des mouches des fruits sur les productions agricoles pose problème de pénurie et fragilise l'économie. Pour y remédier, l'espace communautaire et l'Agence française de développement ont initié le projet Sirimao. Il est destiné à améliorer les revenus des producteurs et augmenter les parts de marché des exportations de ménages. C'est ce qu'explique Sekou Sangaré. Il est commissaire de la CEDEAO en charge de l'agriculture. Les problèmes des attaques de mouches, parasites des cultures, ignorent les frontières. Et si nous voulons préserver les revenus des différents acteurs, lutter efficacement contre cette mouche, nous sommes obligés de travailler ensemble. Le rôle de la CEDEAO, c'est un rôle de coordination, de mobilisation des ressources financières après le plaidoyer auprès des bailleurs pour que, une fois que nous sommes d'accord sur les politiques, les projets soient formulés et que nous mobilisions des financements pour les mettre en œuvre avec la participation de tout le monde. Aller-retour, c'est une pièce qui a retenu les attentions hier à l'Institut français de Lomé. Kamatekou, Jeff Ezebio et Menteur Ambulant ont tenu en haleine le public de Lomé pour la 5e édition du Kalbal Club. L'immigration clandestine, la violence faite aux femmes, la Covid-19 et l'inégalité sociale étaient des thématiques développées au cours de cette soirée récréative. Menteur Ambulant. C'est aussi un spectacle de résilience. Ça fait plus d'1 an, on n'est plus monté sur scène comme ce soir. Et nous remercions l'Institut français qui nous a permis de faire ce spectacle-là ce soir. C'est toute une émotion de gaieté en même temps mélancolique parce que fois sur scène, tu t'en rends compte que nous avons tellement perdu beaucoup de choses en restant hors de la scène. À voir la réaction du public, c'est vrai que le spectacle est truffé de grains d'humour, de comique, mais vous avez vu aussi des textes très mélancoliques. On a lu en fait l'expression d'émotion qui touchait en fait le public. Pour nous, c'est une satisfaction. Kalbas Club est une vitrine destinée à tous les artistes de la scène vivante basée sur l'oralité. Le public a été émerveillé par ce spectacle. Quelques participants qu'on verra se prononcent au micro de Raoul Tetounyake. Sortir en 7 ans et vivre un spectacle tel que nous avons vécu ce soir, c'est une joie, c'est juste la bonne humeur qui nous anime ce soir. Déjà le titre du spectacle, l'aller-retour, il faut dire qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont meublé le spectacle, migration clandestine, la violence faite aux femmes et tout ce qui va avec, donc c'était une belle soirée. Les promoteurs des radios privées sont invités à renouveler leurs autorisations d'installation. Ce communiqué de la HAC s'adresse en effet aux radios dont le renouvellement expire en octobre prochain. Bénédicte Kanda. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, informe les promoteurs ou directeurs des radios privées dont les conventions de renouvellement de l'autorisation d'installation et d'exploitation expirent en octobre prochain qu'ils devraient, conformément à l'article 54 de la loi organique, déjà déposer leur dossier de renouvellement à la HAC. Il les invite à le faire dans les brefs délais, au plus tard le vendredi 13 août 2021, auprès du président du comité d'autorisation, contrôle et évolution technologique, tous les jours ouvrables de 9h à 12h. La liste des organes concernés à suivre dans la tranche des avis et communiqués sur nos antennes. Les catastrophes naturelles et anthropiques sont d'actualité et menacent certains foyers, notamment à Lomé. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. Et les océans jouent un grand rôle dans la régulation de la vie sur Terre. L'apport de ces océans et leur protection, c'est le contenu de ce magazine de Raoul Tetounyake présenté par Grace Goto.
Les océans recouvrent 71% de la surface du globe et représentent 97% de l'eau sur la planète. Ils constituent une ressource économique incroyable. La vie de l'homme dépend de ces étendues d'eau, en l'occurrence la pêche, les énergies phosphore, le transport des marchandises. D'après l'OCDE, les océans représentent à eux seuls 1500 milliards de dollars de valeur ajoutée, soit 2,5% de la valeur ajoutée mondiale. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les océans? Écoutons les explications du ministre Kokou Edemtenge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Ces océans ont plusieurs menaces qui pèsent sur elles. Chaque jour, l'océan est soumis à un stress important en raison de plusieurs facteurs. Cette situation est la résultante d'un ensemble de problèmes préoccupants. Nous sommes en réalité en pleine crise des océans. Nous prenons malheureusement l'océan pour un dépotoir. L'océan reçoit beaucoup plus qu'il ne peut supporter. Gaz à effet de serre, fumier, engrais, plastique, la pollution pétrolière et bien plus encore. Cela conduit inexorablement à la destruction des écosystèmes marins. Les océans jouent un rôle non négligeable dans la vie de l'homme. Quelle est alors son importance dans le quotidien de l'être humain? La spécialiste en gestion de l'environnement en Haut Conseil pour la mer, Olonlo Abra, répond. Les océans sont importants dans notre nutrition. Ils contribuent à la sécurité alimentaire à travers les protéines qu'ils nous produisent. Les poissons que nous mangeons nous fournissent assez de protéines. L'oxygène que nous respirons, les océans nous fournissent de l'oxygène. Les recherches ont montré que environ 50% des oxygènes que nous respirons sont fournis par les océans à travers le phénomène de photosynthèse que les phytoplanctons font dans les océans. Les océans sont importants sur le plan économique. La plupart des marchandises du commerce international sont transitées par les océans. Pour une meilleure viabilité et survie des océans, nous devons les protéger. Si les consciences s'éveillent et les langues se délient, c'est parce que le rythme auquel nous vivons aujourd'hui laisse peu d'alternatives au monde de demain. Nous devons alors limiter l'utilisation des plastiques et des substances toxiques telles que les bouteilles en plastique, les pailles, les emballages non recyclables de toutes sortes. Les plastiques, c'est également le magazine de Alice Berthe Barandao qui nous invite à mieux gérer nos océans à travers ces substances. La protection de la planète est la responsabilité de chacun, car nous tous subissons les effets pervers de la destruction environnementale. Que comprendre par un monde sans sachets plastiques? Blantaré Clément, président de l'Association nationale des spécialistes en hygiène alimentaire et management. Journée mondiale sans sachets plastiques suppose que nous luttons chaque instant qui passe pour que les plastiques ne soient plus à usage commun comme nous l'avons toujours fait, afin que dans les années à venir, que dans l'utilisation du consommateur ou dans l'utilisation humaine, on puisse éviter ou bien ne plus les trouver à utiliser, puisque leur effet est dangereux sur l'homme et sur l'environnement. Sensibiliser la population à la réduction de l'utilisation des sachets plastiques et encourager à l'utilisation alternative ou substituée afin de diminuer leurs impacts sur l'écosystème marin et terrestre, impacts qui ont des répercussions négatives sur la santé humaine et environnementale. Kadiena Bakete, premier vice-président de l'association. Lorsque vous mettez un aliment dans le sachet plastique et surtout quand l'aliment est chaud, ça peut entraîner une désagrégation des composants de ce plastique-là. Lorsque l'aliment là va se refroidir, il y a un certain nombre d'éléments, les caractéristiques organoleptiques, qui peuvent même changer le goût, l'odeur même de l'aliment. Donc ça, c'est des conséquences directes. Mais généralement, les effets sur la santé peuvent être divers. Lorsqu'on emballe même les sachets plastiques, au moins vous voulez les enlever un à un, il y a une certaine poussière qui peut se soulever, qui peut entraîner certaines difficultés respiratoires avec vous pouvez tousser, vous pouvez éternuer et autres. Ça peut avoir aussi des perturbations endocriniennes, c'est-à-dire comment les hormones qui sont sécrétées par nos organismes, ça peut avoir des perturbations. Et lorsque les éléments pétrochimiques contenus dans le sachet plastique sont d'origine cancérigène, mutagène ou reprotoxique,
vous comprenez qu'à la longue, ça peut conduire à des cancers. Le patrimoine génétique de l'individu est atteint et donc ça peut transmettre une maladie d'une génération à une autre. Ça peut aussi entraîner des problèmes d'infertilité ou des problèmes reprotoxiques, c'est-à-dire la personne qui est en contact va avoir des effets qui peuvent se répercuter sur la progéniture directe, avoir des enfants morts-nés ou bien des enfants avec des malformations. Retrouvons M. Blantaré pour nous parler des conséquences environnementales des sachets plastiques. Quand il pleut, c'est difficile que l'eau soit séchée entièrement. Cela entraîne des gîtes lavaires qui vont proliférer. Le paludisme qui ne pourra donc pas partir dans la zone. Lorsque on brûle les plastiques, cela touche l'atmosphère qui sera déformée et on parlera des conséquences atmosphériques. Et cela va à long terme agir sur un grand environnement pour produire les effets de serre. Les sachets plastiques ont une longue durée de vie. On parle de 100 à 400 ans, pour d'autres jusqu'à 1000 ans avant d'être mieux dégradés. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire des cultures. Quand ils arrivent à emboucher les caniveaux quelque part, ces caniveaux bloqués vont faire que en amont, l'eau qui devrait passer par là pour arriver dans un autre territoire ne pourra pas passer. Donc l'autre territoire sera sec alors que l'autre territoire sera en train de souffrir d'une inondation. Que devons-nous tous faire pour un monde sans sachets plastiques? Quelques conseils. Ce que nous pouvons faire, cela commence à la maison. C'est de faire en sorte que les sachets plastiques soient recyclés. Si on a vraiment le besoin d'utiliser un sachet plastique, prenez soin de le laver pour le réutiliser pour une prochaine fois. Ce qu'il faut faire aussi, il faut apprendre à acheter en vrac. Souvent, nous voulons acheter tout, on emballe dans petit sachet et après un grand sachet. Mais si on peut retourner à la source comme on le faisait avec certains papiers, certaines feuilles de plantes, c'est des éléments qui ont des bénéfices sur la santé humaine et sur l'environnement. À toutes nos activités, adoptons des gestes responsables pour réduire l'utilisation des sachets plastiques. Les examens de fin d'année sont en cours. Comment réussir son examen? C'est la question que se pose Aimé Sugliman. Dans ce magazine, c'est une présentation de Clarisse Tombité. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Cette assertion du philosophe français Nicolas Boileau, les élèves en classe d'examen au Togo l'ont bien comprise. Que ce soit ceux des classes de 3e, première ou encore de terminale, tous sont en période de révision. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas bien mon examen. Moi, j'apprends inconditionnellement. Je fais des examens assez à apprendre. En voyant le volume de tous les cours, la manière dont on nous a dispensé les cours, il est encore temps de se réveiller. La matinée, je suis à la maison, je m'occupe avec les leçons. La soirée, les calculs, les mathématiques. Il faut être bien important pour apprendre spirituellement. Tu n'es pas descendu du ciel, tu n'es pas quelqu'un. Il faut apprendre tous les jours. On a dit c'est depuis la rentrée que je prends l'examen. Apprendre, oui, mais assimiler ce que l'on a révisé est une autre chose. Pour ma préparation, j'ai fait un emploi du temps personnel. Il y a le temps pour les travaux domestiques et le temps pour apprendre et le temps pour aller travailler avec mes amis. Donc, je gère comme ça et j'assimile bien. Il y a le stress quand même, mais je me dis que je vais à l'examen pour réussir. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Et comme toute chose est d'apprendre depuis le début et maintenant se reposer et d'affronter ce qu'on doit affronter. Spirituellement, je vais aux prières de temps en temps pour demander à Dieu de pouvoir m'aider sur les copies, ce que j'ai appris, si j'oublie un peu. Selon Donatien Awesso, enseignant d'histoire-géographie et EV, il n'y a pas une méthode spécifique pour apprendre en ces moments d'examen de fin d'année. D'abord, le monde est plus spirituel que physique. Il faut un bon état d'âme. On a en tête qu'on va réussir. Physiquement, il faudrait que les élèves eux-mêmes sachent comment se nourrir. Il ne faut pas qu'ils boivent du thé, rester là sans dormir, disant qu'on veut tout bûcher. Non. Moralement, il faut que les parents soutiennent leurs enfants. Vous devez savoir que votre enfant apprend à la maison pour pouvoir travailler à l'école ou bien reçoit les cours à l'école et n'apprend pas à la maison. Il y a des prédestinations. Donc, il faut connaître chaque type d'enfant. D'autres enseignants, en revanche, pensent qu'il y a quand même des techniques à adopter. C'est le cas de M. Yao Djahini, professeur d'anglais. La première méthode consiste à les préparer sur le plan psychologique. La deuxième méthode, reprendre avec eux les exercices qui ont été déjà faits en classe lors des interrogations, lors des exercices d'application et des devoirs surveillés. Le mot pédagogie même veut dire une répétition. À cette fin d'année scolaire, il ne faut plus donner trop d'exercices aux enfants. Une méthode aussi consiste à poser l'exercice en classe et vous traiter en même temps avec toutes les remarques possibles. Bonne chance à tous.
Vers la production de vaccins anti-Covid-19 au Sénégal, un accord a été signé hier avec plusieurs partenaires des pays européens, la Banque mondiale ou encore les États-Unis. C'est pour le financement de la première phase du projet, une usine qui devrait débuter la production dès 2022, alors que l'Afrique importe aujourd'hui 99% de ses besoins en vaccins. Au retrait des forces françaises du Sahel, on en sait davantage sur la réorganisation des dispositifs militaires français dans cette zone. Les pays du G5 Sahel, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, se sont réunis hier en visioconférence. Le président français Emmanuel Macron a participé à la deuxième séquence de ce sommet, un mois après avoir annoncé la fin progressive de l'opération Barkhane. Il a présenté les contours du nouveau dispositif. La reconfiguration commencera dans les prochaines semaines, selon Emmanuel Macron. Les bases de Kidal, Tessalit, Tombouctou, dans le nord du Mali, seront fermées d'ici la fin de l'année. L'idée étant de poursuivre le recentrage de l'action militaire française dans la zone des 3 frontières, notamment Mali, Burkina, Niger. À terme, il y aura plus que 2500 à 3000 soldats français dans la région contre un peu plus de 5000 actuellement. C'est donc presque la moitié. À quand les logements sociaux au Togo? C'est la question que Odette Pira a posée à Tchanile Issa. Il est le directeur de l'urbanisme. C'est donc l'invité de ce journal. Monsieur Tchanile Issa, bonjour. Bonjour, madame. Au Togo, le droit de tous à disposer d'un chez-soi pour vivre dans la sécurité a été pris en compte par le PND. Comment expliquez-vous cet état de choses? Merci, madame. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur Radio Lomé. La question du droit au logement est une question reconnue comme un droit fondamental au niveau des Nations Unies. Et dans notre pays, cela se traduit très tôt dans la Constitution, dans le fait de reconnaître le droit au logement par la propriété foncière d'abord, que ce soit la propriété foncière privée ou bien une propriété foncière collective, à la suite de laquelle, au fil du temps, l'on va construire et disposer d'un chez-soi. Ou alors, si on est dans le cas de logement collectif ou locatif, le promoteur ou bien le constructeur met le logement pour les personnes qui ont besoin de s'abriter et donc de louer des appartements ou des chambres pour vivre là-dedans. Donc c'est un droit universel reconnu par les Nations Unies et notre pays également en a fait le sien également. Et comme vous l'avez si bien dit, cela a été traduit dans le PND qui est un cadre fédérateur sur le plan du développement du pays. Le gouvernement envisage construire 20 000 logements d'ici 2022. De quel type de logement s'agit-il? Oui, il s'agit de logements de tout type, si je peux m'exprimer ainsi. Ça pourra être à la portée des personnes à revenus faibles et intermédiaires, c'est-à-dire à revenus médians, et également à la portée des personnes à haut revenu. Donc selon les revenus de chacun, je pense que il y aura un type de logement adapté selon sa poche pour pouvoir accéder au logement. Donc tous les types de logements du haut standing jusqu'au moyen sont concernés par les 20 000 logements. Dites-nous, à quand les logements sociaux au Togo? Les logements sociaux, c'est vrai, quand on parle de social, il s'agit d'un logement dans lequel l'État a mis une part ou bien une contribution permettant à la population ou au plus grand nombre de pouvoir disposer de logements décents. Mais quand on parle de logement social au Togo, c'est vrai, les gens disent très tôt que les logements qui ont été jusque-là construits ne sont pas du social, parce que au fil du temps, on a remarqué que les logements qui sont construits reviennent un peu plus ou moins à ceux qui ont les moyens. Mais quand on parle du social, comme je le disais, c'est parce que effectivement l'État contribue, et quand l'État contribue et veut rendre le logement accessible à tout le monde, l'État est obligé de mettre les moyens, ou bien il met à disposition la terre à des promoteurs pour qu'ils puissent construire et que le coût de revient de l'accès à ces logements ne soit pas trop élevé. Donc on a assisté dans le temps à des logements à des cités réalisés par des promoteurs comme la Caisse nationale de sécurité sociale ou par des privés, et actuellement on construit également des logements
à Didogomé, notamment dans la cité Mokoko, où le terrain a été mis à disposition des promoteurs également pour la construction des logements qui sont en train d'être finalisés. Donc les logements, ça a commencé il y a longtemps au Togo et ça se poursuit. La journée mondiale de l'habitat est placée cette année sur le thème « Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain ». Un logement pour tous, une vision de l'ONU cette année, est-ce possible? Oui, cela est possible. Quand on aspire à un développement, il faut avoir une vision. Et ça, c'est la vision énoncée par les Nations Unies et vers laquelle tous les États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies aspirent. Donc, il faut avoir une vision et à partir de la vision, décliner la vision en axes, décliner les axes en des programmes en projets et progressivement aller vers l'objectif consistant à doter la population de logements décents et aussi à coût abordable. Donc, certes, c'est une vision, mais quand on s'y met et on travaille, on arrive au résultat et c'est possible. C'est possible d'arriver à un logement pour tout le monde. Là, il y a des pays dans lesquels cela est déjà possible. Donc le Togo aussi peut arriver à cet objectif. Alors dites-nous pourquoi ces cités de luxe alors que beaucoup sont encore dans la rue sans toit? Bon, vous qualifiez peut-être ces logements de logements luxueux, mais ce n'est pas aussi luxueux que ça parce que selon les critères définis par les Nations Unies, pour qu'un logement réponde à des normes minimales, il faudrait que ce logement réponde à un certain nombre de critères, dont les critères de durabilité, par exemple, les critères d'assainissement du milieu, donc disposer des toilettes dans le logement, évacuer, arriver à avoir un service qui évacue les ordures ménagères et dans une chambre à coucher, ne pas dépasser 3 personnes. Quand dans un logement donné, les pièces ou bien les chambres, il y a plus de 3 personnes qui se partagent la même pièce, on ne parle plus d'un logement décent. Donc il y a plusieurs critères, dont 5 fondamentaux, que les Nations Unies ont choisi pour que le logement puisse être qualifié d'un logement décent. Et on est obligé d'avoir la décence dans un logement pour être en bonne santé et pour pouvoir être productif. Donc les logements qui sont construits, que nous avons l'impression d'être des logements luxueux, ne sont pas des logements luxueux, mais c'est des logements qui répondent à un certain nombre de critères, dont les critères dont je viens de citer quelques-uns. Et le reste des critères, je pense, les questions de l'électricité, l'eau, les services rendus dans le milieu. Il y a la situation même du logement. Il faut avoir l'accès facile à la voirie, au transport urbain, etc. Il y a beaucoup de critères qui rentrent dans le fait d'avoir un décent qui soit un logement de qualité. Donc l'objectif qualité n'a pas de prix. On est obligé d'avoir de la qualité, ne serait-ce que minimale, dans les logements pour pouvoir répondre aux critères définis par les Nations Unies. L'accent est mis également sur l'environnement urbain. Alors, comment l'améliorer pour que les logements soient disponibles pour tous? Oui, l'environnement urbain, c'est tout ce qui rentre dans la composante du bien-être au niveau des logements. Donc on venait de citer certains. Donc quand on parle de qualité de vie en ville, on peut faire appel à des équipements qui existent dans la ville, notamment les services rendus à la population, les équipements collectifs, les écoles, les centres de santé, les marchés, la voirie, donc les différentes sortes de rues, il faut qu'elles soient aménagées et propres. L'air que nous respirons, il faut qu'il soit de qualité, il ne faut pas que l'air soit saturé ou alors pollué. Les nuisances sonores, tout ça là, ça fait partie de la qualité de vie. Donc, quand on met l'accent sur tous ces aspects, on accorde une importance à tous ces aspects pour que cela réponde favorablement aux aspects d'un logement digne de ce nom. On parle d'un logement d'une certaine qualité et en veillant à tous ces aspects, nous allons vers les logements décents. Vous-même, vous savez qu'il y a plusieurs ministères qui ont été institués par l'État, notamment le ministère de la Ville, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière qui s'occupe d'un certain nombre de questions dans le logement. Et à ses côtés, d'autres ministères qui fournissent les services, l'électricité, l'eau, les transports, etc. Toutes les actions du gouvernement militent vers le développement ou bien l'amélioration de l'environnement urbain. Donc c'est de cette façon que l'État compte améliorer l'environnement urbain dans lequel nous vivons dans les villes. Que fait-on concrètement au Togo dans ce domaine? Au Togo, il y a plusieurs actions qui ont commencé depuis longtemps en matière d'amélioration de l'environnement urbain. Je venais de citer quelques-uns, notamment la création des ministères. Et quand on prend le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, par exemple, il y a un certain nombre de directions au sein de ces ministères qui s'occupent de plusieurs aspects qui contribuent à l'amélioration de l'environnement urbain. Notamment la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, qui a été créée depuis 1977 et qui a pour objectif de planifier l'occupation urbaine et réglementer la construction. Le centre de la construction du logement de Kakaveli, que vous connaissez, qui promeut la construction de logements à base de matériaux locaux. La direction générale des infrastructures et équipements urbains, donc c'est l'aménagement des rues. Il y a Site Afrique, il y a la NASAP, dont
tous ces services-là concourent au bien-être des populations en ville. Et nous ne cesserons de le citer. Actuellement, le PND est un ensemble de projets dont le gouvernement a pris soin de se doter en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans ce PND, à l'axe 3, on prévoit la consolidation du développement social et de renforcer les mécanismes d'inclusion. Et le fait 10 stipule que les populations doivent avoir accès à un meilleur cadre de vie et des logements décents. Donc, il y a un certain nombre d'acquis déjà dans le domaine, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qui ont été réalisés par le ministère. Une stratégie nationale du logement existe et assortie d'un programme de logement et un ensemble de projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Il y a aussi récemment des lois organisant les professions, notamment il y a des anciennes comme la loi qui organise les géomètres, la loi qui organise les architectes qui existait il y a longtemps, mais récemment il y a eu de nouvelles lois comme la loi qui organise les urbanistes, l'Ordre national des urbanistes du Togo, l'Ordre des ingénieurs du Togo, les huissiers, les avocats, toute cette panoplie d'acteurs qui interviennent sur l'immobilier, donc qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a également un fonds spécial pour le développement de l'habitat, un fonds dédié à équiper les zones où des constructions de logements peuvent s'opérer, donc par le financement de la voirie et des réseaux divers. On entend par voirie et réseaux divers les routes et les canalisations, les réseaux en vue d'assainir le milieu. Donc, et comme on l'a cité aussi plus haut, il y a des projets de construction de logements qui ont démarré dans certaines localités, dont à Idogome, à Déticopé et puis à Flao-Sawado. Donc, concrètement, les chantiers ont commencé aussi par émerger de la terre et sont en voie de finition et d'autres projets sont programmés pour le futur. Voilà ce que l'État fait concrètement dans le cadre du bien-être et des logements pour la population. Pour terminer, dites-nous, qu'est-ce que vous recommandez aux populations pour vous accompagner dans l'amélioration de cet environnement urbain? La recommandation forte que nous aimerions faire à l'endroit des populations, c'est d'entretenir les logements. Parce qu'un équipement, quand ça se réalise, il faut de l'entretien. Sinon, au fil du temps, ça se dégrade et ça ne sera plus utile. Donc l'entretien des logements, de l'environnement urbain lui-même. Donc dans la nature, les différents équipements mis à disposition de la population, notamment les écoles, les centres de santé, les espaces verts, les rues, les caniveaux doivent être maintenus dans un état propre, ce qui contribuera au bien-être de la population et ce qui permettra à la population également d'être beaucoup plus productive. Donc voilà les recommandations fortes que nous pouvons faire à l'endroit de la population en ce qui concerne l'amélioration ou bien le bien-être dans l'espace urbain ou le milieu où ils vivent. Monsieur Tchanile Issa, merci. Merci madame. Ouverture lundi dernier de la première session de la Cour d'assises de Lomé. Plus d'une centaine d'affaires criminelles seront donc traitées durant 6 semaines. Le premier dossier portant sur la piraterie maritime a beaucoup attiré l'attention. Ce procès de 9 pirates est une première au Togo et en Afrique de l'Ouest. Les accusés présents lors de l'audience ont été condamnés à des peines allant de 12 à 15 ans de prison. Hélène Assabi revient sur les faits dans Écho du Palais. Les 9 hommes présents ainsi qu'un Ghanéen à l'encontre duquel un mandat d'arrêt international a été émis et qui sera jugé par contumace sont accusés d'avoir participé à la tentative de détournement du tanker G-Dona 1, un navire appartenant à un armateur béninois dans la nuit du 11 au 19 mai 2019. Le bateau se trouvait dans la zone de mouillage togolaise lorsque l'assaut a été lancé. Une fois parvenus à bord, les assaillants ont menacé l'équipage, 5 Ghanéens, un Béninois et un Nigérian, pour tenter de détourner le bateau. Alerté par ces mouvements inhabituels, le centre des opérations de la marine nationale togolaise a tenté d'entrer en contact avec le G-Dona 1. Une vedette rapide et 2 patrouilleurs transportant des commandos de la marine nationale ont été lancés à la poursuite du tanker, a rapporté un officier venu témoigner à la barre. Selon lui, les pirates se sont ensuite cachés dans un compartiment du navire avant de se rendre. Pour appuyer ses dires, le procureur a en outre diffusé des images satellites montrant les mouvements inhabituels du navire ainsi que des images de l'assaut mené par les commandos de marine. Sur le banc des accusés face au juge qui les pressait de questions, seul un Togolais a plaidé coupable. Les autres, après avoir reconnu les faits pendant l'instruction, ont tous nié à la barre,
avoir participé cette nuit-là à un acte de piraterie. À en croire Peter Paul, un Nigérian présenté par l'accusation comme le cerveau de l'opération, lui et ses acolytes étaient bel et bien à bord du navire, mais dans le cadre d'un achat de carburant pour lequel ils avaient spécialement loué une pirogue à une compagnie togolaise. Les mouvements inhabituels du jet Dona 1 n'auraient été provoqués que par les opérations destinées à transvaser le carburant dans les bidons amenés à bord de la pirogue. Sauf que les enquêteurs affirment n'avoir trouvé aucun bidon dans le bateau des prévenus. Surtout, la version de Peter Paul contraste singulièrement avec celle donnée par les membres de l'équipage au cours de l'instruction. Selon eux, le gang a pris possession de la passerelle et n'a pas hésité à braquer des armes sur l'équipage et le capitaine, le forçant notamment à changer de cap. À l'issue de l'audience, le tribunal a été particulièrement sévère à l'encontre de Peter Paul. Le cerveau du gang de pirates a été condamné à 15 ans de prison ferme, peine assortie d'une interdiction de séjour de 5 ans sur le territoire togolais et d'une amende de 50 millions de francs CFA. 6 autres membres de l'équipe qui avaient lancé l'assaut sur le jet Dona 1 en mai 2019 ont été condamnés à 12 ans de prison ferme avec 5 ans d'interdiction de séjour pour les étrangers ou la privation des droits civiques pour les Togolais. Chacun d'entre eux devra en outre s'acquitter de 25 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Un seul des prévenus présents a été acquitté, le ressortissant togolais chez qui la pirogue ayant servi à mener l'opération avait été louée. Le Ghanéen toujours en fuite a pour sa part été condamné par contumace à 20 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA. Ce procès, premier du genre en Afrique de l'Ouest, conduit conformément aux dispositions de la loi numéro 2016-027 du nouveau code pénal ayant pris en compte les actes de criminalité maritime. Christian Trémoin, ministre en charge des droits de l'homme au Togo et ancien directeur exécutif de la sécurité et de la sûreté maritime sur le golfe de Guinée, explique. L'enjeu d'un projet de ce type est très important parce qu'en mer, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de village. Et on ne peut pas se cacher. Ça veut dire que lorsque vous commettez une infraction en mer, l'enjeu est juridique. Comment est-ce que le pirate veut échapper à l'emprise de la justice? C'est en jouant sur la compétence des États, donc la territorialité. Jusqu'à présent, comme la plupart des États dans la zone n'avaient pas encore transposé dans leur ordre national et pris des sanctions et des peines là-dessus, certains pirates considéraient qu'ils étaient dans une zone de non-droit. Aujourd'hui, le Togo donne un signal fort en disant désormais que l'infraction soit commise dans les eaux togolaises ou qu'elle soit commise en dehors des eaux togolaises. Si vous êtes arrêté dans les eaux togolaises, le Togo a la capacité de vous juger. Les sports, les demi-finales du championnat national de deuxième division auront lieu demain après-midi à Sokodé et à Atakpami. Les 4 clubs, à savoir Kakadl, Arabia, Kotoko et Tambo, sont en lice pour la montée en première division. Kilim Poyode. Ces clubs disputeront ardemment le dernier carré de la D2 pour décrocher leur billet accédant au précieux sésame, la division d'élite. Les demi-finales se joueront en match unique. Les Chameaux de Tabligo affronteront les Porcs épiques de Lavier au stade d'Atakpamé, un match qui paraît équilibré sur le papier en raison du parcours des deux formations. Les deux clubs totalisent chacun 17 points avec un parcours presque parfait. Une rencontre aux allures de choc des titans. L'autre rencontre qui oppose le club de Doufelgou, Kakadl à Tambo de Dacha est une finale avant la lettre. L'équipe de Dacha Ville de Pagne, avec un parcours héroïque, devra confirmer devant le club des Falaises de Défalé qui revient de loin avec des ambitions on ne peut plus claires, la montée en première division qu'elle a quittée il y a des années. Verdict dimanche à Sokodé. En Europe, la finale de l'Euro se joue ce dimanche. L'Angleterre face à l'Italie, une finale inattendue. Les Anglais avec Sterling tenteront d'offrir un premier trophée au peuple dans le mythique stade de Wembley face à une Italie impériale et habituée des finales. En Amérique, Messi a obligation de gagner un titre avec sa sélection et ce sera à l'occasion de la finale de la Copa América face à un Brésil de Neymar avide de victoires et de trophées. Ce sera ce dimanche à Rio de Janeiro.
La presse a salué cette semaine les efforts du gouvernement, la baisse du coût du test PCR Covid-19 au Togo, la lutte réussie contre la piraterie maritime avec des affaires jugées en assises à Lomé et surtout la participation du Togo au Forum d'Afrique du Conseil français des investisseurs Sion 2021 sont les principaux sujets des parutions. Revue de presse, Juliette Camdet. Le Forum Afrique 2021, organisé par le Conseil français des investisseurs en Afrique, a eu lieu le 1er juillet dernier. Le journal Économie et Développement voit dans la participation du Togo à ce forum une opportunité de nouer de nouveaux partenariats avec de potentiels investisseurs. Cette rencontre s'est tenue sous le thème « Entreprises en Afrique, un nouveau pacte pour la relance ». Dans le discours d'ouverture, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a rappelé les atouts et opportunités du Togo en matière d'investissement. Elle est revenue sur la stratégie de lutte contre le Covid-19 et la politique vaccinale adoptée par notre pays. Victoire Toméga Dogbé déroule le tapis rouge aux investisseurs. Titre Togo Matin. Investissement au Togo, Dogbé a tout donné à Paris. Opportunités et avantages. Peut-on lire cette fois à la une de l'Union pour la patrie. De son côté, Vision d'Afrique consacre dans ses colonnes une interview de RFI avec la chef du gouvernement sur le Forum de Paris. L'interview aborde la gestion de la pandémie, les nouveaux partenaires du Togo, la sécurité transfrontalière, notamment dans le nord du pays, et la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Et justement sur ce sujet, la piraterie dans le golfe de Guinée, Chronique de la semaine écrit « Le Togo ne lésine pas sur les moyens en matière de sécurité maritime. Des pirates ont été mis en déroute récemment alors qu'ils tentaient de mettre à mal les activités dans le golfe de Guinée. » À côté de la rapidité et de l'efficacité des interventions des hommes du directeur général du port autonome de Lomé, dans la riposte contre les pirates, la justice togolaise se montre elle aussi intransigeante face aux dossiers portant sur la piraterie maritime, ce qui rassure notamment les partenaires du pays, fait remarquer l'hebdomadaire. Et pour cause, des affaires de piraterie maritime ont été jugées en assises cette semaine à Lomé. Piraterie maritime, des bandits de mer condamnés à de lourdes peines, lit-on à la une de Temps Nouveau. Les assises ouvertes le 5 juillet dernier inaugurent l'avènement d'une nouvelle ère et est un signal fort pour toute personne qui serait tentée par tout acte criminel dans les eaux togolaises, écrit Vision d'Afrique dans sa parution du 6 juillet. En effet, le nouveau code pénal prend en compte les actes de criminalité maritime. Ainsi, 8 pirates arrêtés en 2019 dans le golfe de Guinée sont jugés et encourent une réclusion criminelle allant jusqu'à 20 ans. Covid-19, le test passe de 40 000 à 25 000 francs CFA au Togo. Une décision pour s'aligner sur le coût harmonisé de dépistage de Covid-19 dans l'espace UMOA. Le Togo sort de la catégorie des mauvais élèves. Observe la nouvelle tribune qui nous informe d'ailleurs que seul le Bénin n'applique pas encore le coût harmonisé de l'UMOA. Les voyageurs au départ et à l'arrivée à l'aéroport de Cotonou continue de payer 50 000 francs CFA pour le test. Le coût du test dit VIP, Formule Express sans fil d'attente, avec des résultats disponibles dans les 6 ou 12 heures, s'élève à 75 000, mentionne le journal. Nécrologie pour boucler cette revue de presse. Décédé la nuit du 29 au 30 juin dernier, El Hadj Abbas Bonfo a été inhumé jeudi à Kabo. Ouara, le vainqueur, lui a consacré une brève biographie dans ses colonnes. Homme politique togolais, El Hadj Abbas Bonfo est né le 23 novembre 1948 à Kabo, préfecture de Bassar. C'est le président de la République, Faure Sozina Zingbe, qui a présidé les hommages à l'ancien président de la République par intérim et ancien président de l'Assemblée nationale à Lomé et à Kabo. Cérémonie d'hommage largement relayée par la presse. Cependant, pour le journal L'Engagement, rendre hommage à El Hadj Abbas Bonfo en tant qu'ancien président de la République, c'est enfin le faire entrer dans ses droits après sa mort. C'est la fin des 45 minutes. Pour rappeler, le port autonome de Lomé abritera une rencontre internationale dans les prochains mois.
pour une meilleure organisation de ce rendez-vous, les femmes portuaires étaient à la primature. L'immigration clandestine, la violence faite aux femmes, Covid-19 et l'inégalité sociale ont fait objet de spectacles. C'était hier à Lomé et c'était la 5e édition de Calbas Club. Vers la production de vaccins anti-Covid-19 au Sénégal, un accord a été signé hier avec plusieurs partenaires des pays européens, la Banque mondiale ou encore les États-Unis. C'est une usine qui devrait débuter la production dès 2022, alors que l'Afrique importe aujourd'hui 99% de ses besoins en vaccins. Invité de ce journal magazine, Tchanile Issa, il est le directeur de l'urbanisme. Il a répondu à la question « À quand les logements sociaux au Togo ?» Les magazines sur le comportement des candidats à l'approche des examens, les bienfaits et la protection des océans enrichis donc ce samedi pluriel. Également, les efforts du gouvernement salués par la presse. Les journaux parus cette semaine ont traité notamment de la baisse des coûts de tests PCR.